Bienvenue à ce nouveau numéro de votre opinion sur Canal Kin Télévision qui reçoit Michel Okongo Lomena, avocat de son État et président national de Unité des Valeurs, parti politique ici en République démocratique du Congo. Maître Michel Okongo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, nous allons parler avec vous des solutions à la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Que faut-il faire finalement pour maîtriser cette déstabilisation de l'est de notre pays? Ça fait pratiquement plus de 20 ans que l'est de la République connaît tous ces mouvements armés. Alors, quelle est la solution? On en parle dans cette émission, mais je commence d'abord par l'actualité. Vous savez que 4 compatriotes ont été fauchés par un crash d'avion. C'est Antonov 72 qui s'occupait de la logistique du président de la République. Quelle est votre réaction? Merci de m'avoir invité, monsieur le journaliste. Je vais commencer par dire aux Congolais que je suis dans un état d'affliction parce que nous avons perdu des compatriotes. Nous avons également perdu du matériel. Je m'associe à la douleur du chef de l'État. Je m'associe également à la douleur des familles des disparus. Donc nous sommes dans un état de choc, mais également dans un état très combatif. Parce que c'est vrai, si ce n'est pas déjà la guerre, ça y ressemble. Que peut-on conclure de cet accident? Est-ce le président de la République démocratique du Congo en tant qu'institution est-il en danger? On nous a déclaré d'abord la guerre. Parce que cet avion a été abattu, je l'ai dit en connaissance de cause, j'ai accédé à un rapport ultra secret, je ne vais pas ici me mettre à déterminer l'origine. Donc, nous avons subi une agression. Ce n'était pas des raisons climatiques? Non. Selon vos sources? D'ailleurs, nous avons vu l'épave qu'on nous a présentée. Il y a des impacts de balles. Donc, nous avons été l'objet... On a fait l'objet d'une attaque et d'une agression. Et je suis tenté de le dire que c'est le chef de l'État qui a été tenté. Donc c'est un acte de guerre et nous devons prendre toutes les dispositions maintenant. J'en appelle aux Congolais. Donc nous devons maintenant nous réveiller. C'est un acte de guerre. On nous a déclaré la guerre. Par qui? Oui, mais on ne peut pas aller par 4 chemins. On connaît les pratiques de Kagame. J'ai dit que nous, on n'a jamais eu de problème avec les peuples rwandais. Mais le régime Kagame, le régime au pouvoir, c'est un régime qui nous a fait beaucoup de tort. Et ça n'est pas fini. Et l'acte qui a été posé, j'ai dit, c'est tellement gravissime. C'est un acte où nous devons ranger, qui doit être rangé dans le cadre d'une agression. Et le peuple congolais doit se lever et pouvoir barrer la route à ce genre de choses. Vous parlez de Paul Kagame du Rwanda, mais certains jeunes gens qui ont manifesté le jour même du crash visaient l'ex-président Kabila et sa famille politique. Oui, mais vous voyez, je parle d'abord de Kagame. Et Kagame a des mèches avec Kabila. Tout ce que Kabila fait, il se réfère à Kagame qui est son mentor depuis très longtemps. Bon, s'il ne veut pas avoir une retraite paisible, nous allons nous occuper de lui. Les Congolais vont s'occuper de lui. Et vous savez, c'est encore très tôt, mais je vous dis en connaissance de cause, cet acte, cet accident, cette tragédie, c'est d'abord et avant tout une agression venant du Rwanda. Eh bien, les Rwandais, nous savons, nous sommes infiltrés ici, partout dans l'armée, dans la police, dans les universités, partout. Et qui a permis cela, c'est l'ancien président de la République. S'il ose être de mèche avec Kagame dans ce coup-là, donc il aura des comptes à rendre. Y a-t-il un lien direct entre le propos de Félix Tshisekedi à Bukavu, disant qu'il est prêt à mourir pour la paix à l'Est, et ce qui est arrivé? Je souhaiterais aux gens, je ne souhaiterais pas que les gens puissent prendre ces propos, qu'on puisse les sortir de son contexte. Ces propos ont été dits, mais je pense que le président voulait faire voir sa détermination à combattre contre les terroristes, à combattre contre les éléments qui viennent perturber la paix et la quiétude dans cette partie de l'Est. Il n'est pas candidat à la mort, comme certains osent le penser. Il a tout simplement montré sa détermination. Nous voulons un capitaine qui soit à la hauteur de dire des choses comme ça, dire que voilà, je suis déterminé, je vais cela.
il a fait le choix des mots, c'était pour faire comprendre aux Congolais que l'heure est grave et qu'il est déterminé à agir en faveur de la paix. C'est encourageant. Alors, que doit-on faire? Je parle de la RDC. Ou que doit-il faire? Je parle de Félix Tshisekedi pour renforcer sa sécurité. D'ailleurs, la presse, ce matin, nous a parlé, a fait état de 2 chars qui viennent renforcer, chars de combat, qui viennent renforcer le dispositif, le cortège présidentiel. Est-ce que c'est suffisant? Vous savez, la question de la sécurité d'un chef d'État, c'est une question tellement sensible qui ne peut pas se discuter devant les caméras de la télévision. Tout ce que je sais, nous avons des services compétents. S'il faut renforcer ces services-là, il faut le faire. Voilà pourquoi le peuple aujourd'hui souhaite à ce que certains d'entre nous, ceux qui ont été formés dans des grandes écoles, reviennent, il est temps, reviennent donner un coup de main à nos éléments qui sont là, que ce soit dans l'armée, dans la police, dans les services de sécurité, qui reviennent parce que nous avons des éléments qui ont été suffisamment formés. Donc, je pense que, à mon avis, à entendre également ce qui se dit au sein de la population congolaise, il y a un sentiment de frustration. Les gens ont peur. Parce qu'ils pensent que leur président a été attaqué. Maintenant, la question de la sécurité, sincèrement, si elle doit se poser, je pense que c'est le moment. Il faut que nos éléments à qui le chef de l'État a affecté cette question puissent se mettre à l'œuvre. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de la sécurité des chefs de l'État, mais de son entourage, ainsi que des Congolais dans l'ensemble. Voilà la question là où elle se pose. Mais il faut trouver des solutions. Selon vos sources, vous avez déjà ciblé le Rwanda comme menace à la stabilisation même de la République démocratique du Congo. Et voilà pourquoi vous proposez, vous avez milité et lancé d'ailleurs une campagne pour l'érection d'un mur qui est séparateur entre le Rwanda et la RDC. C'est quoi exactement cette idée? Oui, ce n'est pas seulement moi, je suis l'initiateur, mais vous savez qu'un homme politique doit être à l'écoute de son peuple. Et moi, j'ai été à l'écoute de mon peuple et j'ai suivi des regards à tout ce qui s'est passé, attentivement, avec le Rwanda. Parce que les gens pensent que les problèmes remontent de 1994 ou 1994. Non, ça remonte de très loin. Déjà en 1925, lorsque Hoffmann est arrivé au Rwanda, l'Allemand. Et c'est là où on a découvert les deux entités, Rwanda et Burundi. Après, les Belges sont arrivés après la Deuxième Guerre mondiale. Ils avaient besoin d'une main-d'œuvre pour pouvoir exploiter à la fois les domaines d'agriculture, mais également les domaines miniers. Et c'est là où on a fait appel aux ouvriers rwandais, tout comme on en a fait appel à d'autres en Afrique de l'Est. Mais à un moment donné, il y a un décret qui avait été signé. On devait chaque année, ça a été signé par Ricky Mans, qui était gouverneur général à cette époque-là. Donc 3000 Rwandais devaient entrer chez nous chaque année. Ils devaient venir travailler. Le problème est parti de là. Mais vous savez, il y a trois tribus au Rwanda. Vous avez les Twa, les Hutus, les Tutsis. Mais ce qui nous cause problème, ce sont les Tutsis. Ils arrivent chez nous, dans les conditions dont je viens de vous les dire, mais ils veulent s'accaparer de nos terres. Ils veulent s'accaparer de nos richesses. Aujourd'hui, ils veulent s'accaparer de la commande même de nos institutions. N'êtes-vous pas en train de tenir un discours identitaire proche de la xénophobie pratiquement? Non, vous m'avez posé la question de savoir quelles en sont les solutions. Entre nous, Congolais, on peut se chamailler, on finit toujours par s'attendre. Ce qui a été le cas à San City. On avait des divergences, nous sommes allés, on s'est retrouvés autour d'une table, nous avons discuté et nous sommes sortis avec des solutions. Écoutez, moi je parle à connaissance des causes. Je ne suis pas personnellement, je ne suis pas contre les Rwandais, ni les Rwandais. J'ai eu à collaborer avec lui, l'histoire a voulu que je me retrouve avec eux côte à côte. J'étais encore à la l'IDPS, j'étais représentant de l'IDPS en Suisse. L'IDPS à l'époque faisait partie d'Assad, Alliance pour la sauvegarde du dialogue intercongolais. Moi j'ai côtoyé des responsables rwandais dans le cadre de cette alliance, parce que le but de l'alliance était de rechercher la paix, parce qu'on avait compris qu'avec les armes, on n'est jamais parvenu à avoir la paix. Donc je les ai côtoyés, j'ai même réussi chez moi je dis bien,
Je ne vais pas citer les noms, mais ils me suivent, ils m'entendent. J'ai réussi la hiérarchie des RCD chez moi. La Le Rassemblement congolais pour la démocratie. Chez moi en Suisse. Vous voyez, ce sont les gens avec lesquels nous avons travaillé ensemble. Je les connais. Je les connais, je parle en connaissance des causes. Mais Michel Okongo, mais maintenant, quelle est l'efficacité justement de cette idée de lever un mur entre la RDC et le Rwanda? J'en arrive, monsieur les journalistes. Vous voyez, nous avons tout tenté. On a tenté par la négociation, ou plutôt les négociations, parce qu'on a eu plusieurs rounds. Ça n'a pas marché. Des traités, ça n'a pas marché. À un moment donné, nous avons dit, bon, on prend également les armes. Ça n'a jamais marché. Mais entre-temps, les tueries sont permanentes. Les tueries sont permanentes de la partie Est. Alors nous nous sommes dit, faisons comme les Américains, lorsqu'ils se sont sentis menacés par le flux migratoire venant de la Mexique, ils ont dit, bon, mais écoutez, nous allons ériger un mur. Et plus près de nous ici, entre Israël et la Palestine, c'est pareil. Lorsque je ne vais pas dire ce qui s'est passé en Méditerranée, mais si nous on faisait comme eux, c'est 213 km seulement. C'est pas comme avec l'Ouganda. Avec l'Ouganda, c'est 800 quelques. Mais avec le Rwanda, c'est 213. Nous sommes capables d'ériger un mur. Je dis bien, ce n'est pas un mur de séparation. C'est un mur de sécurité. Nous en sommes capables. Mais encore une fois, j'appelle parce que lorsqu'on parle avec nos frères de l'Est, je dis nos frères de l'Est. Il y a certains qui vous disent que non, nous sommes dépendants du Rwanda, nous sommes dépendants économiquement et socialement même. Alors je dis, il faut que les gouvernements prennent ses responsabilités. Parce que nous avons plusieurs opportunités qui peuvent nous permettre de ravitailler l'Est. Du temps de Mobutu, c'était le cas. Vous voyez? Donc il faut que les problèmes soient posés dans la globalité. Mais dans l'immédiat, il faut un mur de séparation. De sécurité. Voilà. On élève le mur, oui. Mais certaines voix disent que la RDC a été déjà infiltrée depuis. On a certaines personnalités ou un certain groupe qui c'est d'origine rwandaise et qui se réclamerait congolais, les Banyamulenge par exemple, avec les territoires de Minembwe. Et quand on élève les murs, ben c'est fini. On intègre ces gens parmi les Congolais. Si et seulement s'ils ne seraient pas Congolais. Non, vous voyez, nous nous sommes posés ce genre de questions. Après, n'attendez pas à ce que moi, qui en ai l'initiateur, je puisse donner des questions, je puisse répondre aux questions techniques, aux questions politiques, aux questions administratives. Tout ce que je sais, nous sommes à la recherche des mécanismes qui peuvent nous conduire à établir un état de droit chez nous. Ça veut dire que l'état civil, tout ce qu'on en sait, les services de la population saura comment mettre les choses en ordre afin que nous puissions identifier chaque citoyen congolais se trouvant dans notre pays. Parce que nous ne sommes pas... Vous savez, le Congo a une vocation. Nous sommes un pays accueillant. Et notre hospitalité, elle est légendaire. Nous voulons vivre avec les autres. Mais, compte tenu de cette malheureuse expérience, nous voulons que les choses se passent correctement. Qu'on puisse savoir qui est étranger, qui ne l'est pas, et que tous les étrangers présents dans notre pays soient soumis ou astreints à la loi sur les étrangers. Voilà ce que je demande. S'il y a ceux qui vont rester ici, parce qu'ils sont là depuis avant 1930, ben, ils ont été accueillis paisiblement. Maintenant, il faut qu'on arrête de faire de l'amalgame entre les étrangers, parce que, souvenez-vous, il y a plusieurs communautés au Congo. Pourquoi seulement une seule communauté pose problème? J'ai suivi une sénatrice à l'Assemblée nationale qui disait que la RDC a 5 langues. Moi, je me disais c'est peut-être un lapsus. Quelques jours après, nous avons tous suivi les Banyamulenge qui disent qu'il leur faut une nouvelle langue, que Banyamulenge soit intégré parmi les langues nationales. Vous voyez, c'est de la provocation. Mais encore une fois, j'ai dit à la communauté internationale, le Congo, quoi qu'attaquer, le Congo demeure toujours fort. Fort parce que nous avons un peuple vaillant, fort parce que nous avons des ressources humaines, fort parce que nous avons des cerveaux. Mais on nous a étouffés. Mais encore une fois, nous devons à présent nous relever. Quoi qu'il en soit,
nous devons mettre le poids démographique dans la bataille. Nous avons également mettre le poids intellectuel dans la bataille. Et c'est ça. Le Congo reste toujours fort, mais avec une armée qui pose problème, une armée qui se présente comme étant faible, jusqu'au point que l'état-major congolais écrit à l'état-major burundais pour essayer de se mettre ensemble dans le cadre d'une coalition pour attaquer le groupe armé. Là, ça pose problème. Je ne vous laisserai pas dire ça. Notre armée est forte. Vous savez ce qui fait la force d'une armée, c'est le commandement. Je me souviens une fois, j'avais eu un entretien avec un officier, un général. Il me dira ceci. Un jour, il était à l'Est. Il était tellement éclairé par la réalité, il a fermé son téléphone. Il ferme tout, il dit, je ne serai pas atteignable jusqu'à ce que je vais atteindre Kigali. Il a lancé les obus à Kigali. Et Kigali a appelé le chef d'État d'alors, Joseph Kabila, pour lui dire qu'est-ce qui se passe. Vous voyez, nous avons la capacité d'atteindre n'importe où, tout autour de nos frontières. C'est pour vous dire que nous avons des mauvais... Le commandement n'est pas bon. Donc la troupe, elle est là. D'ailleurs, c'est une troupe aguerrie. La troupe, elle est là. Nous avons un problème de commandement. Vous savez, à partir du moment où nous avons un nouveau commandant en chef, vous voyez que les choses bougent. Vous voyez qu'on a relevé le commandement de certains à l'Est. Et vous savez ce qui se passe, on a doublé les effectifs. Nous sommes passés de 11 à 22 000. Donc nous avons un nouveau commandement. Mais cela m'amène à dire qu'il nous faut de l'unité. Il nous faut l'unité. Les gens pensent que le pouvoir appartient à Tshisekedi. Les gens pensent que le Congo appartient au président Félix Tshisekedi. Non, le Congo nous appartient. Lui, il exerce le pouvoir qui lui a été légué par le peuple. Mais nous devons le soutenir lorsqu'il a de bonnes actions, lorsqu'il fait ce genre de déclarations, lorsqu'il opère ce genre de changements. Est-ce que nous devons le laisser faire seul? Encore une fois, je vais encore aller plus loin pour vous dire que nous sommes trop naïfs dans ce pays. Nous pensons que ce qui se passe aujourd'hui, ça ne concerne que les petits Rwandais et les autres. Les problèmes se passent à un niveau élevé. Vous avez les superpuissants qui s'entrechoquent. Tout simplement parce qu'au Congo, on peut tout trouver. Mais il faut établir des règles, de l'ordre, afin que nous puissions collaborer avec tout le monde. Le président d'ailleurs l'a dit, la source de nos malheurs, c'est pratiquement nos richesses, nos minéraux. Je verrai ça autrement. Moi, oui. Je vois ça autrement. Je ne dirais jamais que c'est la source de... Nous sommes naïfs. Nous sommes naïfs. Nous devons nous réveiller. Parce que si nous nous réveillons, les matières premières ne seront plus la source de nos malheurs. Mais puisque nous sommes là en train de dormir, c'est ce qui fait que la source les minéraux soit considérée comme étant la source de nos malheurs. C'est une bénédiction pour nous. Voilà, Michel Okongo, vous militez également pour le retour et la réintégration des ex-phases. Qu'est-ce qui se cache derrière cette suggestion? Rien ne se cache, c'est une réalité. Vous savez, nous sommes l'un des rares pays au monde, sinon nous sommes l'unique pays au monde qui a envoyé ces éléments en formation dans les meilleures académies militaires au monde. Je ne vais pas vous citer dans quel pays on a été, mais vous, en tant que Congolais, vous le savez. Pareil pour la sécurité. Et maintenant, ces éléments, vous connaissez la situation. Lorsqu'on les a maltraités à Kitona, lorsque certains... Vous savez, les Rwandais avaient établi une liste. C'est comme... pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Américains avaient une liste des intellectuels qu'il fallait aller chercher pour les amener, les mettre à la vie, l'amener, les mettre à leur service. Ça a été fait. Pendant que les autres se mettaient à piller la richesse, l'Amérique s'est occupée seulement des cerveaux. Nous avons la suite aujourd'hui. Et les Rwandais avaient la liste des cerveaux, des gens bien formés. Et les Rwandais s'est mis à exécuter tout ce monde-là. Dieu merci, d'autres ont pu passer par la maille du filet. Ils se retrouvent à l'étranger. C'est une aubaine pour nous, c'est une bénédiction maintenant où nous sommes en train de reconfigurer les choses. C'est pourquoi j'ai dit, moi je suis rentré, moi je suis un cerveau, je suis avocat en Suisse, l'unique avocat qui ait un cabinet en Suisse. Il y a des juristes et des avocats qui travaillent dans d'autres cabinets. Moi aussi j'ai commencé par là, mais je suis l'unique à avoir un cabinet, l'unique africain à avoir un cabinet en Suisse. Je suis rentré, j'ai dit, je veux m'engager dans la bataille. Mais j'ai visité beaucoup de pays, j'ai vu que ces gens-là étaient là
En Centrafrique, j'ai sauvé d'autres. L'histoire nous reviendra là-dessus. Donc j'ai dit ces gens-là sont bénéfiques pour le Congo. Ils doivent rentrer. Ceux qui ont encore la force de pouvoir combattre, ils vont le faire. Est-ce que ces ex-FAS n'ont-ils pas montré leurs limites parce qu'ils seraient d'ailleurs à la base de la chute du maréchal, du tout-puissant maréchal Mobutu? Il semble qu'ils étaient vomis par les ex-Zaïrois à l'époque, en 1997. Alors, dire qu'ils doivent revenir, est-ce qu'ils bénéficieraient de la crédibilité de l'opinion? Encore une fois, je ne vous laisserai pas dire ça. Vous savez, je parlais du commandement. Vous savez, pendant l'avancée de l'AFDEL, vous vous souvenez de l'histoire où le Premier ministre avait engagé une opération d'achat d'armes. Le Premier ministre, c'est ce que d'ailleurs Mayele, le fait Mayele, paix à son âme, avait fustigé. Donc il y avait l'état-major qui procédait à l'achat des armes et des munitions. Il y a le Premier ministre, à l'époque c'était Kengo Adondo, qui faisait la même opération. Mais au finish, nous nous sommes retrouvés avec des armes et des munitions qui ne correspondaient pas, qui n'étaient pas compatibles. Alors là, l'armée était là pour combattre. Mais lorsqu'on a, on a entre guillemets ravité cette armée-là, l'armée s'est retrouvée avec un armement incompatible avec les munitions. Donc vous voyez, ce n'était plus un problème de nos troupes. Et comme il fallait parer au plus vite, on a recruté les mercenaires. Vous connaissez l'histoire. Moi, je m'en tiens à une chose. Nous avons formé. D'ailleurs, le monde nous a vu à l'œuvre au Tchad, au Rwanda en 92, au Tchad, un peu partout. C'est vrai, en Angola, on a été là, on a joué un rôle négatif. Mais maintenant, ces gens-là doivent revenir. Ma responsabilité, c'est d'accompagner, elle se limite à accompagner les peuples dans ces désidératas. Et c'est ce que je fais. Le reste, ça revient à l'état-major et au chef de l'État de voir dans quelle mesure cette démarche sera faisable. Michel Okongo, vous l'avez rappelé ici, vous avez pris part active au dialogue, aux travaux du dialogue entre intercongolais à Sun City. Mais finalement, parmi les priorités de ces dialogues, c'était justement restructurer l'armée, avoir une armée congolaise forte. Mais pourquoi depuis Sun City jusqu'à aujourd'hui, il se pose toujours un problème pour la restructuration de notre armée? Ça bloque à quel niveau? Ça bloque parce que nous avons été infiltrés. Depuis l'arrivée de AFDEL, le Congo a été toujours infiltré. Et avec Joseph Kabila, nous avions atteint les pics. Vous voyez les problèmes. Maintenant, il faut démonter tout cela. Mais les Congolais, encore une fois, sont prêts. Parce que nous connaissons les Rwandais. Ce sont nos voisins. Nous connaissons leurs faiblesses. Et puis, nous connaissons aussi leurs rises. Les Rwandais n'est pas fort, mais les Rwandais est risé. Et en plus de la rise, vous avez, dans leur mentalité, ils sont féroces. Vous voyez? Donc, vous avez affaire à ce type d'individus. Regardez ce que les Rwandais nous font. Si ils étaient juste à côté comme on a Congo-Brazzaville. C'est pourquoi je profite de ces micros, de cette caméra, pour saluer le président Denis Sassou Nguesso qui nous a supportés avec nos faiblesses. De la République du Congo en la République du Congo. Si ça aurait été Kagame à côté ici, il nous envahissait, matin, midi, soir. Mais le président Sassou Nguesso a compris que les pays, dans la marche d'un pays, il y a des hauts et des bas. Lorsque notre pays traverse l'éclipse politique, sociale, économique, il ne faut pas lui mener la guerre parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Ce que le Rwanda est en train de faire, il est tenté de s'aimer quelque chose de très, très dangereux parce que nos enfants, nos petits-enfants auront une autre lecture. Nous pouvons comprendre parce que nous avons vécu avec eux, on les a approchés, mais nos enfants ne vont pas accepter cela. Voilà pourquoi je vous dis, le problème est sérieux, mais il faut aller étape après étape. Nous allons y arriver. Notre armée a été infiltrée, la police, les universités. Donc tout est complètement... On avait quand même un vice-président de la République chargé de la défense, Azarias Ruberwa. N'était-il pas à la hauteur? Maintenant, prenez Azarias Ruberwa hier. Essayez de transplanter ce qu'il a fait hier et ce qu'il faut aujourd'hui. Vous comprendrez que c'était un parcours. Et là, il est arrivé à
il arrive à accomplir ce pour lequel il est venu faire au Congo. Mais de toute façon, le peuple congolais n'est pas naïf. Je dis bien, nous ne sommes pas contre les Rwandais. Nous ne sommes pas contre les Rwandais. Nous ne sommes pas contre les étrangers. Mais cette politique tragique, meurtrière qui est menée au Congo, il faut que les gens puissent rendre les comptes. Étrangers, nationaux, les gens doivent rendre le compte. D'ailleurs, Loubert en fait partie, il faut qu'ils rendent les comptes maintenant. Ce qui se passe à Minembwe, il va là-bas, il va parler en Banyamulenge, il est parmi ceux qui veulent que la langue Banyamulenge soit insérée parmi nos langues. Vous voyez, j'ai dit, c'est une provocation. J'ai dit que nous allons mettre dans la balance nos ressources, je l'ai dit, nos ressources humaines, surtout, nous allons également mettre dans la balance nos cerveaux. Et c'est tout. Donc, que veut le Rwanda exactement? C'est diriger le Congo, prendre le contrôle du Congo. Vous pensez que c'est possible? Non. À la l'allure où vont les choses? Mais à l'époque, on était naïf, plus naïf qu'aujourd'hui. Parce que je me souviens, les défunts Tshisekedi, lorsque Santiti avait capoté, parce qu'il y avait eu beaucoup d'enjeux, l'RCD Goma avait proposé aux défunts Tshisekedi un plan qui consistait à prendre la ville à capitale Kinshasa à 4 heures. Donc les RCD étaient prêts à mettre tout ce que les Rwandais avaient comme artillerie et qu'on attaque le Congo. Donc le principe de ça passe ou ça casse. Et Tshisekedi avait dit non. Donc pour les RCD, donc pour les Rwandais, il fallait placer quelqu'un, il fallait placer Etienne Tshisekedi à la tête du pays. Donc c'était refaire ce qu'ils avaient fait avec Mouzé. Mais là il faut saluer la mémoire d'Etienne Tshisekedi, il avait dit non. Donc tout ce que veulent les Rwandais, je dis les Rwandais en général, mais tout ce que veulent les Tutsis, c'est de prendre contrôle de notre pays. Et ça, aucun Congolais n'acceptera. Donc voilà. le Kivu ne partira jamais. La balkanisation n'est pas... Je ne vais pas répéter les mêmes comme Kengo avait dit qu'Isangani ne partira pas. Mais moi, je vous dis que le Congo appartient aux Congolais. Nous sommes prêts à défendre chaque portion de notre territoire. Nous commençons d'abord par les murs. Il faut ériger les murs à l'est. Et puis il faut réintégrer... Les ex-phases. Non, je parle d'abord de notre population. Il faut la réintégrer psychologiquement, économiquement, socialement dans ce qui se passe ici. Il faut qu'ils reviennent vers la République. Tout ce que nous faisons, c'est pour eux. Ce n'est pas parce qu'ils ont un marché accessible de l'autre côté qu'ils doivent se sentir concernés, attachés. Non. Nous devons les intégrer dans le système national. Nous sommes en train d'atterrir, Michel, au Congo. Mais qui veut financer l'élévation de ces murs? Vous voyez, ou c'est une utopie, comme quelqu'un que j'ai reçu, il a dit que c'est idiot de penser ainsi. Oui, je vous ai suivi, j'ai suivi ces messieurs que je respecte beaucoup. De toute façon, il va emporter la responsabilité de ses propos. Le Congolais n'est pas idiot. Ça se passe dans la tête de nos ennemis. Notre combat dans le processus de ces murs-là se limite tout simplement à proposer. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui, nous sommes en train de récolter les signatures des Congolais. C'est déjà un appui. Mais je ne veux pas aller plus loin. Et ils adhèrent à l'idée? Oh là là, 99%, donc 99%. Moi, je ne veux pas aller plus loin pour vous dire que les Congolais nous disent que si l'État congolais ne veut pas financer ces murs-là, nous sommes prêts à le faire. L'extérieur dit la même chose, que nous sommes prêts de mettre 10 euros, mais encore une fois, moi, je n'entre pas en matière. Nous allons collecter la volonté populaire et soumettre à qui des droits. Après, nous allons voir. Si on nous dit demain que le peuple... Regardez les génériques qu'on publie vers la fin, les bonus. Vous allez voir ce que les défunts Wemba avait dit. Il dit, donnez-nous les uniformes, nous pouvons aller là. Donc, ça traduit la détermination des Congolais à défendre le Congo. Les Belges ont tenté de mettre le Congo à terre, ils n'ont pas pu. Oui, tous les restes n'ont pas pu. Ce n'est pas les Rwandais qui avaient. C'est un rêve impossible. Tout ce que nous demandons aux Rwandais, c'est de revenir à la raison. Donc, les problèmes ne se posent pas pour l'instant. Nous sommes en train de recueillir des signatures. Et les problèmes de financement se posera au moment opportun. Le Congo
est en danger, vous l'avez dit. Voyez-vous en Félix Tshisekedi le profil d'un commandant? Oui, c'est un bon commandant. D'abord, la prise du pouvoir, ça n'a pas été facile. Je vais vous dire, je prends une anecdote. Dans les contes et légendes, on nous parlait, je ne sais pas si vous êtes passé par là, certainement. Vous êtes sorti d'une grande école, vous avez un parcours. On nous parlait dans les contes et légendes. Un diable qui est allé se marier quelque part. Il est passé par plusieurs villages. Chaque village, il prenait quelque chose. Veste, ainsi de suite. Mais il est parti de chez lui tout nu. Et puis, au finish, on lui cède, il prend une voiture détruite. Arrivé là-bas, c'est un chic homme qui descend, il va prendre une femme. Et petit à petit, chemin faisant, on lui réclame ce qu'il avait pris. Et au finish, il se retrouve nu. Ce qu'on a fait au chef de l'État, c'est à peu près ça. Il y a des choses qui ne devaient pas se passer de cette manière-là. Je suis sûr qu'on lui a raconté des choses. Son prédécesseur lui a dit des choses qu'il n'arrive pas à réaliser. Pour le chef de l'État, certainement, parce que moi j'ai fait une analyse, certainement, il pensait qu'il allait s'effacer. Mais au contraire, il lui fait de l'ombre. Donc, partant, nous devons nous battre maintenant. Donc, c'est un bon commandant. Autrement dit, il allait démissionner. Parce qu'on lui a mis tellement une pression nationale, internationale, mais il est là. J'ai dit, ça aurait été Fayoulou ou quelqu'un d'autre dans de pareilles circonstances. J'allais avoir le même langage. Parce que le président Étienne Tshisekedi, encore une fois, je vous l'ai dit, incarne la légalité constitutionnelle. Je le dis. Il a prêté serment selon les règles démocratiques. Oui, j'ai dit Étienne, hein? Oh. Il est tellement ancré dans ma mémoire. C'est nostalgique. Voilà. Donc, je vous dis que c'est un bon commandant, chef. Il n'a pas... Vous imaginez, il a été parmi les premiers à être informé que l'avion a été abattu, ou plutôt a été... ne se retrouvait plus, il n'était plus chose localisée, mais il a décidé de prendre la même trajectoire. Voilà un bon commandant. Il a pris la même trajectoire, il est rentré à Kinshasa. Donc c'est un signal fort qui me fait croire que c'est un bon commandant en chef. La campagne pour collecter les signatures continue. Ça continue jusqu'au mois de décembre. Merci. Michel Okongo, Lomena, je rappelle que vous êtes avocat, mais aussi président national des unités de valeurs, parti politique. Vous êtes d'ailleurs initiateur de ces projets d'érection des murs entre le Rwanda et la RDC. On verra ce que ça va donner en termes de résultats. Vous étiez l'invité de votre opinion. Encore une fois, merci. Merci, Simon. Merci à vous pour votre fidélité. Le programme continue sur Canal King Télévision. Au prochain numéro. Au revoir.